Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous, je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Lucie Dorn, qui est responsable de pôle ingénierie pédagogique chez Eurovia Academy. Donc bonjour Lucie et bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy. Bonjour Anne-Marie et merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, on va évoquer l'importance de l'accompagnement des formateurs pour les aider à adapter leur approche pédagogique dans le cadre du passage d'une animation en présentiel à une animation à distance et ainsi leur permettre de créer des expériences apprenant engageantes. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, quel est ton parcours, nous parler un petit peu de toi ? Oui, avec plaisir. Pour parler de mon parcours rapidement, donc j'ai commencé dans l'ingénierie pédagogique par une maîtrise en sciences humaines. Et durant cette maîtrise, on avait donc c'était un parcours plutôt master recherche et on avait comme objectif de faire des études quantitatives sociologiques sur une population précise, sur un sujet donné. Et le sujet que j'ai choisi, c'est l'échec scolaire. Et je pense que c'est comme ça que j'ai vraiment détecté ma passion pour l'ingénierie de formation, parce que durant cette année de recherche sur l'échec scolaire, on a travaillé donc avec l'Université de Bourgogne où j'ai fait mes études sur les biais cognitifs qui pouvaient induire de l'échec scolaire. Et donc quand on fait un master recherche, on bosse beaucoup sur la sociologie, la psychologie, les neuroapprentissages, tout ce qui vraiment est la base de tout fondement de sciences cognitives. Et en faisant des expériences, donc en changeant, en travaillant avec les professeurs, parce que c'était des élèves qui étaient au collège et au lycée, qui étaient suivi dans un établissement pour de l'accompagnement à la scolarité, voilà, pour expliquer un peu tout le contexte. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a travaillé donc avec les professeurs de ce collège et de ce lycée, qui étaient professeurs de cette cohorte-là, et on leur a demandé de changer de posture. Donc de changer de manière de se comporter par rapport certainement des préjugés qu'ils avaient sur ces apprenants qui étaient en échec scolaire. Et à travers ce changement de posture, de l'enseignant, on s'est rendu compte d'un changement de posture de l'apprenant. Et le changement de posture de l'apprenant a entraîné une meilleure réussite scolaire. Et je pense à chaque fois qu'on me demande, voilà, ça fait 10 ans que je fais ce métier, on me dit mais voilà, t'as fait tellement de choses, voilà, des grands projets à l'international, voilà, des MOOC, du blended, enfin de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, voilà, tout ce qui peut un peu briller aujourd'hui quand on me dit mais qu'est-ce que t'as préféré? Bah la réponse c'est toujours la même. Ce que j'ai préféré, c'est accompagner ces jeunes de quartier pour les faire changer de paradigme et changer de vision qu'ils avaient de l'enseignement. Très bien, écoute, c'est très intéressant. Et ton mémoire s'appelait comment, du coup, le titre de ton mémoire ? Études sur la sociabilité, puisque je m'étais appuyée sur une échelle qui s'appelle l'échelle de la sociabilité d'une personne qui s'appelle Griset, c'est quelque chose qui est très peu connu, qui est très peu utilisé, et je voulais montrer qu'il y avait un lien entre la sociabilité et la réussite ou l'échec scolaire. Et donc j'ai travaillé vraiment sur la sociabilité, et d'où aussi le changement de posture du formateur, du formateur. J'ai des formations professionnelles puisque je travaille dans la formation continue maintenant depuis 10 ans, mais sur les professeurs, la posture du professeur. Et c'est vrai qu'à Dijon, à l'Université de Bourgogne, il y a quand même beaucoup de chercheurs en sciences humaines sur ces sujets-là qui sont liés à l'échec. Et mon maître de mémoire d'ailleurs était spécialisé dans l'échec scolaire. Donc voilà, d'où ma passion. Et donc maintenant, tu es chez Eurovia, et donc si on aborde le sujet de notre épisode, donc avant la crise sanitaire, la majorité des formations, donc chez Eurovia, étaient dispensées en présentiel. Et donc comment vous vous êtes adapté, donc lorsque la crise est arrivée, pour transformer le présentiel en distanciel ?
En corrélation avec l'histoire que je viens de raconter, finalement, quand on veut changer de modalité, donc passer d'un tout présentiel à une formation qui est blended, je parlerai pas de tout digital puisque pour moi ça me paraît totalement utopiste. On ne peut pas passer tout en digital, tout ne peut pas se faire à distance. Typiquement, nous chez Eurovia, on a quand même des métiers très terrain et je pense que dans toutes les entreprises, hein, on a ces formations qui sont très terrain aussi. Et donc du coup, poser des bordures, on pose pas mieux des bordures qu'en posant des bordures, quoi, pour de vrai. Donc l'idée c'était pas de tout digitaliser, mais l'idée c'était de continuer à former nos collaborateurs. Malgré l'impossibilité pour nous d'accueillir chez Eurovia Academy à ce moment-là de crise sanitaire du public. Et donc, comme dans l'histoire que je viens de raconter précédemment sur ces enfants qui étaient en échec scolaire et sur le levier qu'on avait trouvé à travers le professeur, je pense que dans cette transformation-là, on retrouve un peu le même levier. C'est-à-dire que notre levier, c'est le formateur. Et au lieu de dire oui, très bien, on fait de l'ingénierie pédagogique, on digitalise, on envoie des déroulés au formateur et puis le formateur il s'adapte et puis l'apprenant il s'adapte, etc. Non, on l'a vraiment pris côté formateur. D'où est-ce qu'on part? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans cette digitalisation? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Vous qui formez sur le terrain, comment est-ce que vous pensez qu'on peut ou pas remplacer le terrain d'une certaine manière? Comme je l'ai dit, je le redis, on ne remplacera jamais à 100% le terrain. Mais par exemple, typiquement, il y a une formation qui s'appelait préparation de chantier. Il faut aller sur un chantier, il faut aller voir les lieux sur le chantier et d'y déterminer, je sais pas si il y a des points, des canalisations enterrées, s'il y a de l'électricité, il y a tout un tas d'études de chantier à faire sur le terrain. On peut pas les faire autrement. Pour pallier à ça et pour pouvoir continuer à former nos apprenants à la préparation de chantier, on a fait une captation, une visite virtuelle en 360 d'un site X, peu importe que ça soit un vrai chantier ou pas. Sur ce site X, on a posé des points d'intérêt, on a mis des regards pour pouvoir aller voir ce qui se passait sous terre, etc. Et ça, finalement, cette visite virtuelle, aujourd'hui, alors qu'on accueille encore du public, alors qu'on va aussi sur site, on s'en sert comme on va dire visite préalable, prérequis, pré-immersion avant la session synchrone. Et ça, c'est intéressant finalement. Oui, en fin de compte, les apprenants peuvent prendre connaissance de leur environnement avant d'aller sur la session synchrone grâce à ce dispositif immersif. Exactement. Et donc, les formateurs, d'après ce que tu nous dis, donc ils ont dû changer de posture. Et j'imagine qu'ils ont dû se familiariser aussi avec le digital, parce que peut-être que certains n'utilisaient pas du tout cette pratique. Et donc, comment est-ce que vous avez fait avec ton équipe pour les embarquer dans la digitalisation des formations? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vraiment tout un système, un écosystème qu'on a mis en place, mais pour eux aussi, c'est tout un cheminement aussi personnel. Donc c'était vraiment assez intéressant de voir leurs postulats aussi évoluer face à ce digital. Nous, chez Eurovia Academy, on leur propose des formations. Alors on leur propose on a plusieurs modalités. Tout d'abord, on leur fait, ça fait 2 ans qu'on leur propose tous les ans au mois de janvier un séminaire formateur. Lors de ces séminaires formateurs, c'est un peu un séminaire pour ouvrir les portes, on ouvre les fenêtres, voilà, on leur fait découvrir des nouveaux horizons, pas que du digital. On parle beaucoup de pédagogie. La base d'ailleurs de ce séminaire, c'est la pédagogie. Le digital, c'est bien, mais sans pédagogie, ça n'a aucun sens. Et un apprenant qui vit un mauvais digital, c'est encore plus préjudiciable pour nous qu'un mauvais synchrone, une mauvaise classe en salle, parce que la classe en salle, ça peut se rattraper par les pauses, par le repas, etc. Alors qu'un mauvais digital, c'est fini, on ferme l'ordinateur, bonjour, au revoir, je veux plus vivre ça, quoi. Et donc du coup, ce séminaire formateur, c'est une journée et on leur propose plein de petits ateliers pour vraiment qu'ils découvrent d'autres choses. Alors on va parler d'ingénierie de formation, on va parler de gamification, on va parler de réalité virtuelle, mais pas
pour l'outil, comment en pédagogie on peut s'appuyer sur cette réalité virtuelle. Donc dans l'exemple que j'ai présenté précédemment, c'était pour faire une visite 360. C'est très simple de mettre en place une visite 360 avec aujourd'hui un trépied, une caméra. C'est assez vite monté, hein, et les logiciels, il y en a quelques-uns maintenant qui existent sur le marché. Mais aussi la réalité virtuelle, par exemple, ou les univers virtuels comme Virbela, qu'on leur fait découvrir, parce qu'il n'y a rien de plus impersonnel qu'une formation en visioconférence où on ne voit que le buste de la personne. C'est plus sympa si je peux voir son corps, qu'elle se déplace dans un univers, et que je dis « Ah tiens, je vois là-bas dans mon univers virtuel, dans la salle de conférence X, je vois qu'ils sont en train de faire un petit groupe, je me déplace. » Et rien que ça crée aussi du lien, de la connexion. Voilà. Donc c'est des petits messages comme ça qu'on leur, qu'on essaie de leur faire passer. Je pense que ils en ont tous conscience. Après, peut-être qu'ils se sentent aussi loin de tout ça par moment. On est sur des métiers terrain, des formateurs terrain. On n'est pas dans une entreprise de la tech où les gens ils vont être super à l'aise avec la technologie. Non. La première chose qu'un formateur demande, c'est une salle, un paperboard, un rétroprojecteur. Voilà, donc la visio fait le rétroprojecteur, mais quand ils ont plus leur paperboard pour faire les petits schémas et qu'il faut leur mettre une tablette entre les mains, qu'ils doivent connecter à leur ordinateur, etc., là, on est sur vraiment un autre process. La première chose qu'on met en place, c'est ce séminaire formateur en janvier, qui est complété par des sessions de formation qui, elles, s'appellent les cafés pédagogiques. Donc c'est des petites capsules. Le séminaire dure une journée. Les cafés pédagogiques, c'est plutôt 1h30, 2h. C'est sur un thème précis, animé à distance en visioconférence. Alors ça dépend des sujets. Hein. Quand on sera plus obligé de faire la visio tout le temps, on changera de sujet. Là, il y a déjà eu trois sessions de cafés pédagogiques qui ont eu lieu ces 2 dernières années. Il y a eu Wooclap et Kahoot pour animer vos formations. Là, c'est du synchrone ou de l'asynchrone. Geniali, c'est quelque chose qu'on leur présente de plus en plus parce que ça change aussi la manière de présenter, d'animer, ça dynamise un peu. On leur dernièrement aussi comment faire des petites capsules de e-learning. Enfin voilà. Et puis toujours une petite session que je refais d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique, la taxonomie de Bloom, l'importance de définir les objectifs pédagogiques. On retravaille sur les déroulés. Donc séminaire formateur un jour, des cafés pédagogiques, ça dure environ 2 mois et c'est des petites capsules et ils s'inscrivent, c'est à la carte. Je répète plusieurs fois les mêmes sessions. On a fait PowerPoint aussi cette année, ça a cartonné PowerPoint, ils se rendaient pas compte de l'importance d'épurer les slides, du format, rien que le format 16/9, le format 4/3. Oui, le format 4/3 n'existe plus. C'est assez dingue. Et donc on leur fait ce séminaire formateur, ces cafés pédagogiques. À ça, on ajoute du coaching. Donc une fois qu'ils ont suivi ces cafés pédagogiques et qui veulent monter une formation ou qui veulent redesigner une formation. Alors généralement, c'est pas eux qui décident vraiment. Ils ont des envies, mais il y a aussi des besoins. L'académie a des besoins de redesign pour des raisons sanitaires, comme on a connu, mais aussi par rapport aux évaluations qu'on reçoit de nos apprenants. Il faut qu'on soit toujours dans un haut niveau, j'ai envie de dire d'excellence. On fait ce qu'on peut, mais on fait le mieux pour répondre au mieux aux attentes de nos apprenants, qui sont les salariés d'Eurovia. Et donc, on leur propose aussi du coaching. Ce coaching, il vient vraiment en complément, c'est individualisé, c'est par rapport à leur projet. On va travailler sur le déroulé pédagogique, on va travailler sur leur animation de classe virtuelle, on va travailler sur leur Wooclap, on va travailler sur la posture. Et puis voilà, on est dans cette espèce de boucle. Et puis une fois que tout ça c'est fait, on est dans la livraison, donc ils sont dans la production du déroulé. Les attentes, elles sont quand même assez exigeantes, hein, le déroulé, d'autant plus quand on est sur du blended, parce que c'est souvent ça qu'on a fait l'année dernière, du blended. Un déroulé de blended, c'est très compliqué. On ne peut pas noyer les gens sous un e-learning imbuvable. On ne peut pas faire une classe virtuelle où on va à tout à l'heure parce que on veut tout dire, etc. Donc, faut être très pédagogique, faut penser au rythme, aux pauses. Voilà, et c'est ça les différentes offres aujourd'hui qu'on propose à nos formateurs. Et donc, vous avez 130 formateurs, c'est ça, oui, chez Eurovia. Et est-ce que tous ont adhéré immédiatement à cette transition digitale ?
Je pense que la réponse, elle est évidente. C'est non, bien évidemment. Mais c'est vachement le reflet, en fait, de ce qu'on a dans la société aujourd'hui. Tous n'ont pas adhéré et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Déjà parce que c'est tant mieux parce que quand on est dans une stratégie du changement, c'est très difficile. Faut changer tout, même nous, en tant que professionnels de la formation. C'est beaucoup de changements pour nous au pôle pédagogique, mais pas que. On est une académie, on a des centres de formation, on a du personnel administratif qui doit aussi tout changer son approche. Donc c'est vraiment un gros boulot aussi pour les correspondants formation qu'on a dans nos centres, mais aussi dans les délégations, puisque nous, on est répartis à travers des délégations. Donc, c'est bien qu'au début, on n'ait pas beaucoup de gens qui soient motivés pour changer, parce que du coup, la stratégie du changement, elle est plus facile à passer. Et dans toute stratégie de changement, on retrouve un peu cette théorie du crayon. Je sais pas si ça te parle, la théorie du crayon. Non, pas du tout. Je veux bien que tu nous l'expliques. Moi, je l'adore. Et petit clin d'œil à mon ancien collègue Olivier Bernard, d'ailleurs, avec qui c'est lui qui m'a fait découvrir ça, je crois, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et donc, en fait, dans le crayon, il y a une mine. Derrière la mine, il y a le corps et encore derrière, il y a la gomme. Alors, excusez-moi pour ceux qui la connaissent, il me semble qu'il y a 4 parties. Je vais la réduire à 3 parties. Pour les puristes, bouchez-vous les oreilles. Et donc, du coup, sur la mine, c'est vraiment les gens qui ont envie d'écrire. C'est les gens qui sont en avance, qui changent les choses. On dit que derrière cette mine, il y a le corps, et le corps, c'est vraiment les gens qui sont en avance, qui suivent les gens qui sont en avance. Bon, je réduirais ça juste à la mine. Après, il y a le vrai corps. Là, le corps, le beau crayon HB 05 rouge comme on avait à l'école, si vous le visualisez avec ses bandes dorées. Moi, j'avais celui-là. Et donc, du coup, ce corps-là, il suit la mine. Si la mine écrit, forcément, à un moment, il va y arriver à force de tailler, le corps devient mine. Et puis derrière, il y a la gomme. C'est exactement ça. Dans ce type de projet où on transforme nos formations en formation blended, il y a la mine. Donc les formateurs qui sont super motivés, avec qui on dit allez on va faire du blended, on va quand même animer des formations malgré le fait qu'on ait fermé nos centres de formation, qui sont là, qui disent ouais c'est super, on y va, allez, de toute façon c'est ce qu'il faut faire et qui ont plein d'idées, qui sont moteurs. Il y a le corps, qui sont plus les sceptiques, qui disent bah là mais moi ça me dépasse, je me sens pas, les outils c'est pas ça. Et puis il y a la gomme, ceux qui vous cassent la baraque, qui sont là en train de dire non mais attendez, on est des formateurs terrain, on va pas tout digitaliser, on remplace pas une bordure par une réalité virtuelle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement ils ont le droit d'avoir des convictions et ils ont le droit, ils ont raison de dire qu'une bordure c'est une bordure. Oui, un enrobé c'est un enrobé, ça ne va pas changer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux de la mine avec qui on a bossé, avec qui on a fait des choses qui ne sont pas parfaites, qui sont perfectibles, mais qui ont le mérite d'exister, ils donnent envie à ces formateurs-là de faire, parce qu'ils se rendent compte qu'au final, on n'a pas changé leur métier, on n'a pas tout transformé, on s'est adapté. Et il y a des choses qui ne changeront pas. Voilà, à Gevrey-Chambertin, qui est un centre de formation qui est vraiment dédié au terrain, ça restera dédié au terrain. Et même s'il y a encore une crise sanitaire, même si on fait des classes virtuelles à Gevrey-Chambertin, on ira quand même sur le terrain. Et du coup, j'ai vraiment vu des formateurs qui avaient des difficultés réelles à utiliser les outils informatiques, s'engager dans les cafés pédagogiques, peut-être un peu dans la souffrance, parce que c'est une vraie transformation. Mais voir les autres formateurs qui y arrivaient, ça leur a donné envie d'eux. Et il y a eu une vraie phase au début où j'avais vraiment mon petit noyau de formateurs qui était très motivé. Puis un autre noyau qui était un peu plus indécis. Puis il y a eu un moment, ils sont tous arrivés. Alors Lucie, c'est bon, je vais acheter un ordinateur. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors je veux faire ça, je veux écrire, je veux machin. Alors il paraît qu'il faut une surface. Et c'était incroyable. Et ils ont débarqué à l'académie avec leurs écrans et leur ordi qu'ils venaient d'acheter à Darty, à Mérignac. Enfin, c'était du délire. Et c'est ça la vraie transformation. Si demain il y a plus besoin de faire du digital, ils referont tout avec leur paperboard, etc. Très bien. Mais je sais que même s'ils refont tout avec leur paperboard et leur vidéoprojecteur, ils ne feront jamais pareil que ce qu'ils auraient fait l'année dernière s'ils n'avaient pas pris
le train en marche. Et c'est ça. Et puis quant aux gommeurs, eh ben, il faut pas s'en occuper. Gommer. Nous écrivons plus vite parce que plus on est à écrire et plus moins il y a de gommeurs. Donc à un moment, on peut pas tout gommer. C'est intéressant. C'était une très belle expérience d'ailleurs. Oui, c'est une émulation en fin de compte qui a été créée entre ceux qui étaient un petit peu plus en avance et qui ont entraîné les autres finalement dans leur sillage, quoi. C'est beau, C'est ça. quelque part. Alors sinon, au début de l'année, je me souviens donc que j'avais participé au test de ton Learning Escape Game que tu avais proposé sur LinkedIn et qui était donc sur les bonnes pratiques d'une classe virtuelle. Et donc j'avais vraiment beaucoup aimé participer à ce test. Et est-ce que tu peux nous dire donc quel était ton objectif avec cet escape game? Pourquoi tu l'avais créé? Dans cette démarche-là de changement, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas trop crédible auprès des formateurs. Quand je dis on, c'est plutôt là, moi et mon équipe, parce que c'est notre métier, on est dedans depuis 10 ans, parce qu'en plus on est jeune et que le digital c'est facile pour nous. Et que nini, moi aussi je galère sur plein de choses. Et peut-être qu'on est peut-être aussi notre génération plus habituée à galérer, quoi, aussi. Enfin, moi, je me pose même plus la question. Je sais que je trouve pas d'une manière, je trouverai d'une autre, je ferai une recherche, et voilà. Bon, c'était une petite aparté. Et du coup, j'aimerais bien des fois déclencher des envies et leur montrer que simplement on peut faire des choses bien. Parce que tout n'est pas compliqué et peut-être que oui, c'est sûr que si je commence à me lancer dans la ferronnerie et que je vais voir la Tour Eiffel, ben je me sens un peu très vite dépassée, quoi, parce que je vais pas vraiment faire une Tour Eiffel tout de suite, déjà parce que c'est très difficile de souder deux morceaux de métal entre eux, mais en plus quand ceux-ci font des mètres, etc. Donc oui, c'est sûr que quand on regarde des gens dont c'est le métier et qui ont l'expertise, ça paraît très compliqué. Et je voulais vraiment montrer que très simplement, on pouvait faire un truc vraiment complet. Et donc, dans mon équipe, il y a une jeune femme qui s'appelle Inès Vautier, qui venait de rentrer dans mon équipe en septembre 2020 et qui ne connaissait aucun outil. D'ailleurs, c'est parce qu'on n'allait pas elle a fait dans la communication, donc elle n'est pas du tout dans le métier de la pédagogie, ni du graphisme, ni du design, rien du tout. Et en décembre, je lui dis bah écoute, je vais te faire découvrir un nouvel outil. Ça s'appelle Geniali. Je veux pas que tu te formes, donc on va bosser dessus. Et je lui dis avec ce nouvel outil, en une semaine, on va faire un escape game. Et elle m'a dit pourquoi en une semaine. Je lui dis parce que je veux vraiment montrer à nos formateurs qu'en une semaine, on peut faire quelque chose de très bien, sans se casser la tête, avec des ressources qu'on a à disposition. Et donc ça, c'était mon premier objectif. Alors, il y a toujours deux objectifs. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis à beaucoup aux formateurs quand on fait les coachings en ingépéda. Il y a toujours deux objectifs. Il y a l'objectif que moi, je me fixe, moi, Lucie Dorn, en tant que formatrice. Là, pour ce coup, j'avais ma casquette de formatrice puisque je voulais transmettre quelque chose. Et moi, mon objectif, c'était de leur prouver qu'avec peu de moyens, peu de temps, on pouvait faire quelque chose qui était tellement très pédagogique, gamifié, engageant, dynamique, ludique, et pourtant digital, et pourtant avec peu de moyens, peu de ressources. Donc ça, c'était mon objectif à moi, Lucie Dorn. Et puis derrière, j'ai pas fait un serious game, un escape game, pour faire un escape game. Fallait bien que j'ai un objectif pédagogique d'apprentissage. Et donc mon objectif pédagogique d'apprentissage, c'était vraiment de les mettre dans la peau d'un formateur qui venait d'apprendre qu'il allait devoir passer en classe virtuelle le lendemain, et du coup qui découvrait un peu les 7 grands objectifs qu'on doit connaître pour se lancer dans une classe virtuelle. Donc c'était un moyen pour moi de faire passer les messages qui sont exactement les mêmes messages que ceux que je leur fais passer quand on est en café pédagogique, hein. C'est la même chose, c'est la même base, mais c'est une manière de les former au principe de base de l'animation de classe virtuelle. D'accord, et moi je me rappelle, il était vraiment très très réussi cet escape game, surtout avec les énigmes et le petit chatbot qui accompagnait tout le déroulé. Enfin moi j'avais été vraiment impressionnée, hein. Bravo Inès. Et donc suite du coup à cet escape game, est-ce que tu as des formateurs qui ont essayé d'en faire eux-mêmes sur Geniali? Alors cet escape game, il a fait beaucoup de bruit. Vraiment, chez Eurovia, mais chez Vinci aussi. J'ai fait beaucoup de démonstrations avec Inès de l'escape game.
Pour la petite histoire, on a réussi quand même à l'écrire en 7 jours parce que il y avait une base qui était solide. Donc Inès a fait tout le design qu'on a pris sur FreePic, hein, d'ailleurs en grande partie. Hein, on a un abonnement et même sans abonnement, FreePic permet de télécharger chaque jour des images gratuitement. Et en prenant la même patte graphique, on a donné l'illusion que ça a été tout dessiné par nous, mais pas du tout. C'est que des images collées. Hein. On peut très bien faire ça sans avoir aucun logiciel de montage, hein, avec seulement Geniali. Et il a fait beaucoup de bruit aussi parce que le visuel est sympa. Tout le texte, il a été écrit, donc ça c'est moi qui m'en suis occupée. J'ai écrit pour Inès toute la scénarisation. Et donc chez Vinci, mais chez Eurovia, ils ont trouvé vraiment l'initiative incroyable en se disant mais on croirait que c'est fait par une agence ou je ne sais pas, par un prestataire extérieur. Ah bah complètement, quand on le voyait, c'était vraiment très très abouti. Tout ça, c'est du bluff. Hein. C'est des images qui sont... c'est la scénarisation. Je pense qu'il n'y a pas de bons produits sans scénarisation. C'est comme quand on transforme une classe virtuelle en blended learning. La scénarisation, c'est le déroulé pédagogique. Bah, tout ça, c'est pareil. C'est la scénarisation. La base de tout ça, ça a été les objectifs pédagogiques. Et je le répète encore et encore. On ne s'est pas dit, on va faire un escape game. On s'est dit, OK, moi, j'ai dit à Inès, j'ai ces objectifs-là pédagogiques à atteindre. Je voudrais promouvoir Geniali parce que je sais que c'est un bon outil. C'est un outil que je leur ai pas montré puis qu'ils osent pas encore prendre en main. Et donc, j'ai ma scénarisation, j'ai mon histoire. Allez, on part sur un learning escape game puisque là, pour le coup, mes objectifs étaient en accord avec mon outil que je voulais utiliser derrière. Et donc, les formateurs, ça les a ultra motivés. Ils ont vraiment adoré cet escape game et ils ont souhaité aussi faire le leur. Donc, on a monté pour l'instant un escape game avec eux, alors qui est pas aussi peut-être complexe que celui qu'on a monté avec Inès, mais qui est exactement dans la même idée. C'est un Geniali qu'on a combiné avec des Loki et de la programmation des codes qu'on a trouvé sur Escape. C'est vraiment notre base, hein. Plus le petit chatbot qu'on pourrait mettre, qui est assez sympa, que j'avais mis parce que ça rajoutait de l'interaction et de la vie dans quelque chose qui n'est pas vivant. Sachant que c'était aussi un escape game linéaire, et d'ailleurs c'est pour ceux qui connaissent un peu les jeux, hein, linéaire c'est pas non plus très compliqué à monter, hein. Il suffit que si action A est menée, alors action B, puis action C, puis action D, et voilà. Et donc on en a fait un. On a un autre duo de formatrices qui nous en livre un pour septembre. Donc sur Geniali, pareil, elles se sont achetées la licence et elles utilisent Geniali pour leur formation. À savoir que sur la centaine là, de formateurs que nous avons, ce ne sont pas que des formateurs internes. C'est une partie de prestataires externes, une partie d'internes. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir que les externes se saisissent du sujet autant que les formateurs internes. Et oui, je pense que là, objectif avec l'Escape Game atteint, ils sont fascinés par Geniali, ils veulent à tout prix faire le leur. Donc, je suis très contente. Si ça sert à la pédagogie. Eh bien, très bien, Lucie. Bah, écoute, on va bientôt arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que, du coup, pour conclure, tu penses que les formateurs, donc du coup, ont évolué, donc on a vu que leur rôle a évolué suite à la crise sanitaire, mais est-ce que tu penses que les formateurs vont garder ensuite une partie de leur formation en digital une fois que la crise sera passée? Ou est-ce qu'ils reviendront vraiment au tout présentiel, ou est-ce que finalement ils auront goûté au digital et ils auront envie d'avoir cet ingrédient en plus? J'élargirais peut-être un peu la question, si tu me permets. J'élargirai la question parce que je me demande si je pense qu'ils ont trouvé goût à la scénarisation pédagogique. C'est-à-dire qu'ils ont compris l'importance de rendre plus dynamique leur séquence et qu'on n'attendait pas d'eux une descente d'informations continue. On attend d'eux une descente d'informations, bien évidemment. Il y a du descendant dans toute transmission, bien évidemment. Mais ils ont vraiment compris cette importance de vérifier les acquisitions. Bon, ils le faisaient déjà, hein, ils nous ont pas attendus pour faire des quiz dans leur séquence, hein. Mais je pense qu'ils ont plus compris la notion de rythme, la notion d'ancrage. Peut-être ils aèrent un peu plus. Et ça, c'est permis aussi par le digital. Pas que. J'ai déjà, moi, avec des formateurs qui sont vraiment pas du tout à l'aise, on oublie.
On oublie le digital, on se stresse pas, c'est pas grave. On prépare des petites plaquettes, on donne les petites plaquettes aux apprenants, on leur donne des tablettes avec du Velleda, ils écrivent leurs réponses, ils les lèvent. Ou alors prépare des petits QR codes que on leur met sur leur table et quand ils lèvent les QR codes, on scanne avec la tablette, ça nous donne les résultats. C'est ok. Ça aussi, c'est digital au final. C'est du papier, une tablette, mais c'est digital. Et je pense qu'ils ont compris cette importance de dynamiser, de diversifier les activités pédagogiques pour vraiment engager l'apprenant et lui donner envie d'apprendre. Donc, est-ce qu'ils garderaient le digital ? Je sais pas. Mais est-ce qu'ils vont garder les principes de diversification, dynamisation de l'enseignement? Oui, ça, j'en suis sûre. Très bien. Écoute, merci. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, si l'on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut faire ? Je pense que tu es sur LinkedIn. Oui, qu'il n'hésite pas. Si jamais vous voulez me contacter, vous avez des questions, je suis disponible sur LinkedIn. Envoyez-moi un petit message pour qu'on se connecte et puis on discutera avec plaisir. Et sinon, je serai sur des salons parisiens souvent tout au fil de l'année, donc on pourra se croiser. Voilà. Eh bien, merci Lucie pour cet épisode qui était vraiment très intéressant. J'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Et puis, écoute, je pense qu'on se croisera, oui, sur un salon parisien. À bientôt, Lucie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.